Y'all coming back home, y'all coming back home. Y'all coming back home, y'all coming back. Bonjour à tous, bienvenue à notre deuxième table ronde de l'après-midi. Donc aujourd'hui nous discuterons surtout d'une question primordiale de la manière dont on veut définir une économie du numérique durable. Donc comment y parvenir et puis quels défis. À l'heure donc du dérèglement climatique, de nombreuses entreprises tentent de conjuguer et de développer surtout de modèles alternatifs qui conjuguent une croissance économique mais surtout des modes de consommation plus sobres. Et nos invités sont des acteurs en transition, mais surtout des acteurs de la transition écologique, de l'industrie du numérique. Donc ils œuvrent au développement d'une économie circulaire, mais surtout à de nouvelles pratiques entrepreneuriales. Aujourd'hui, nous avons donc 4 invités, donc 2 en présentiel et 2 en ligne. Nous avons Sandrine Elmierzi. Vous travaillez au sein de la direction Europe donc de l'ARCEP, qui est l'autorité chargée des télécommunications en France. Et puis, surtout, vous êtes coprésidente du groupe de travail durabilité au sein d'un organe qui réunit plusieurs autorités européennes. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots, notamment sur le rôle du BEREC, donc cet organe réunissant d'autres organes européens, sur la transformation de notre économie et puis transformation vers un numérique durable, surtout? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous et merci encore pour l'organisation de cet événement. Je suis ravie de participer à cette table ronde et les discussions également de ce matin étaient très intéressantes. Donc, pour revenir sur le BEREC, il s'agit de l'organe qui regroupe les régulateurs qui régulent donc, les communications électroniques en Europe. Donc, l'organe est composé de 27 autorités d'États membres et également d'une dizaine de membres observateurs qui sont donc de pays voisins ou non États membres de l'Union européenne. Et donc concernant son rôle en matière de durabilité du numérique, donc il faut savoir que cet organe a été créé en 2009 et en 2021, on a commencé à mettre en œuvre une nouvelle stratégie quinquennale avec plusieurs objectifs, donc notamment en termes de connectivité, d'encapacitation des utilisateurs finaux, d'ouverture des marchés numériques et on a ajouté cette nouvelle priorité qui est donc l'environnement et la soutenabilité des télécoms et plus largement du secteur numérique. Donc dans ce document, le BEREC pose déjà des premiers principes à son action à venir en matière environnementale, donc notamment le fait de s'intéresser aux moyens de réduire l'empreinte environnementale du secteur, le fait donc de s'intéresser non seulement aux télécoms mais aussi au numérique au sens large. Également, c'est écrit il est aussi spécifié dans la stratégie que le BEREC met aussi en avant l'encapacitation des utilisateurs comme un moyen de promouvoir un secteur télécom et numérique plus soutenable. Et donc, à partir de ce mandat un peu général, le BEREC a créé en 2020 un groupe de travail, donc Sustainability, ou durabilité en français, que je co-préside avec Katarina Dekanowska, qui est donc une représentante de l'autorité de régulation tchèque, et qui a eu comme première mission d'élever le niveau de connaissance du BEREC en la matière. Parce que, avant toute chose, j'aimerais rappeler le fait que c'est un sujet très nouveau pour les régulateurs télécoms. Donc voilà, ça a été notre premier enjeu. Et donc pour cela, on travaille depuis 2 ans sur un rapport qui va être publié donc très prochainement en mars cette année. Donc il va être mis en consultation publique. Donc j'invite vraiment tous les acteurs présents à regarder et éventuellement contribuer à cette consultation publique parce qu'on a besoin des regards extérieurs et des contributions que j'ai pu entendre, que ce soit en ligne ou lors de la première table ronde. Et ce rapport s'appuie également sur une étude externe qu'on conduit avec un consortium de consultants et qui vise à donner donc, des pistes pour une analyse cycle de vie de l'empreinte environnementale des télécoms spécifiquement, et également d'identifier les bonnes pratiques qui ont été déjà mises en œuvre par les autorités de régulation nationales, et également donc, les pratiques les pratiques vertueuses qui ont été mises en œuvre et rapportées par les acteurs du secteur. Oui. Donc pour finir, j'aimerais dire que ce groupe a vraiment mis l'emphase sur l'ouverture
à l'expertise extérieure, à la société civile, et collabore aussi avec les autres autorités compétentes sur le sujet, car à l'heure actuelle, la directive qui met en place le code européen des télécoms ne prévoit pas d'objectifs relatifs à la protection de l'environnement. Donc vraiment la collaboration avec les parties prenantes pertinentes et les autres autorités compétentes est au cœur de notre action. Et donc je vous invite aussi à consulter ce prochain rapport qui donnera des pistes un peu plus concrètes du rôle du BEREC en la matière, sachant que dès maintenant on met à disposition notre expertise en matière télécom, dans le cadre des évolutions législatives qui sont en cours de discussion au niveau de la Commission européenne sur l'évolution de certains outils de régulation sectorielle et donc l'intégration de critères environnementaux. Donc pour les personnes qui connaissent un peu le sujet, on parle en particulier de la directive, la révision de la directive BCRD, donc BBCOST, et également des lignes directrices aide d'État sur les réseaux. Et donc voilà, on soutient le fait d'intégrer des nouveaux critères environnementaux et objectifs environnementaux dans cette perspective. Merci beaucoup Sandrine. Alors intéressant de savoir aussi que nos autorités prennent en compte l'avis de nombreux experts. Parmi les experts, il y a aussi la société civile, et c'est la raison pour laquelle nous avons invité Ronan Groussier de Halte à l'obsolescence programmée, donc une association qui notamment œuvre à un meilleur droit à la réparabilité de nos objets technologiques en France. Ronan, est-ce que vous voulez nous parler un peu plus de HOP, des travaux menés dans le cadre de cette organisation ? Tout à fait. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, je suis ravi d'être parmi vous. HOP est une relativement jeune association qui a été créée en fait en 2015 suite à la création du délit d'obsolescence programmée dans le droit français. Donc, on va dire que la raison d'être de HOP, c'est de passer d'une société du tout jetable vers une société où les objets sont durables et donc durs. Donc l'objectif que s'est fixé l'association initialement, c'était de pouvoir fédérer une communauté et de faire justement porter la voix des consommateurs aussi, en rassemblant leurs témoignages, en les recueillant et en leur permettant d'avoir plus de poids et notamment d'avoir un poids collectif pour utiliser au mieux ce nouveau levier juridique qui est le délit d'obsolescence programmée et plus largement influencer les décideurs, qu'ils soient privés et évidemment publics, pour aller vers des produits qui soient mieux conçus et donc plus réparables et durables. Donc pour ce faire, l'association, on va dire qu'elle a 3 leviers d'action principaux. Le premier, c'est tout d'abord vraiment d'apporter une aide concrète aux consommateurs. C'est-à-dire que ce qu'essaie de faire HOP, c'est pas juste d'être une ONG environnementale, c'est vraiment de faire la jonction entre des problématiques du quotidien des consommateurs et les problématiques environnementales. Donc un des premiers leviers d'action qu'on a identifié, c'était d'aider le consommateur dans son quotidien et notamment en lui apportant une meilleure information. Donc pour ce faire, on a publié plusieurs rapports d'enquête, des rapports qu'on appelle produits, donc on en a fait sur les collants, lave-linge, télévision et imprimante, si ma mémoire est bonne, où on essaie de donner des infos à la fois concrètes aux consommateurs, mais aussi à chaque fois de s'adresser aux fabricants et aux décideurs publics, donc avec 3 types de recommandations bien ciblées. Sur toujours accompagner le consommateur, on a développé une plateforme web qui s'appelait le Produit Durable, qui vise à aider le consommateur à faire des choix de consommation en fait éclairés vis-à-vis de la durabilité des produits. Donc avec beaucoup de contenu, comment mieux entretenir ces objets, comment les réparer, comment mieux les sélectionner, et aussi un aspect du site participatif où les réparateurs et les consommateurs sont amenés à donner leur avis. Mais bon, assez vite, sur ce volet, on va dire sensibilisation en formation du consommateur, on fait quand même vite face à certaines limites. Les consommateurs, même bien informés, restent quand même impuissants face à des produits qui sont souvent mal conçus, et en particulier dans le domaine du digital, enfin mal conçus pour durer en tout cas.
Et donc, très rapidement, l'association a déposé des plaintes, en fait. Donc, on peut citer une plainte contre Apple ou contre Epson, justement visant à fédérer ces remontées de consommateurs pour leur donner une voix en justice. Et donc, suite à ces plaintes, c'est aussi très rapidement posé la question d'aller plus loin. Et donc là, on en vient à un deuxième levier d'action de l'association, qui est de faire du plaidoyer et de peser sur les décisions publiques pour, pour encadrer mieux les pratiques de conception des produits, premièrement, pour donner une meilleure information aux consommateurs, mais cette fois-ci pas de manière, je dirais, en se débrouillant, mais que ce soit encadré par les textes et par les pouvoirs publics. Et enfin, pour aussi promouvoir et rendre plus accessible la réparation et le réemploi, qui est aussi une très bonne façon d'allonger la durée de vie des produits. Je pourrais revenir évidemment sur nos actions de plaidoyer plus tard. Et le dernier volet d'action de l'association, c'est aussi de se dire que finalement, l'obsolescence, toutes ces problématiques, c'est aussi des problématiques économiques. Et donc, le dernier volet d'action qu'on a identifié, c'est de se tourner vers des acteurs économiques, des entreprises qui sont engagées et tournées vers la durabilité, pour à la fois rassembler un écosystème d'acteurs entre guillemets vertueux ou avec de bonnes intentions. Donc on a créé un club qui s'appelle le Club de la durabilité qu'on anime, et aussi pour mettre en visibilité du coup des initiatives qui existent déjà vers la durabilité, pour montrer que la durabilité ça existe, qu'il y a des modèles économiques alternatifs viables et que du coup il n'y a pas de raison pour ne pas en faire plus. Effectivement, le rôle de collaboration entre organisations telles que la vôtre, le rôle d'acteurs économiques existants, mais c'est aussi la création de nouveaux acteurs qui, eux, changeront la donne est important. Mais pour ce créer, il faut également de l'information. Vous, Kathleen, vous travaillez chez Climatic, vous êtes directrice de stratégie et impact. Dans le cadre de votre rôle au sein de Climatic, vous avez surtout évalué l'impact environnemental de l'empreinte carbone de plusieurs types d'organisations, dont la Fondation Mozilla. Quelles leçons avez-vous retenues de cette expérience, Kathleen ? Quels ont été les obstacles auxquels vous vous êtes confrontée dans le cadre de votre travail ? Hello, thank you for having me. I do have to say that I don't currently hear the translation because I have to have two tabs open. So I'm trying to understand as much as I can from my school French. But yes, I am. I think the question was, what do I do in my work with Climatic right now, and how we're trying to change the digital sustainable economy, right? Yeah, absolutely. Sorry. Yes, I was just introducing your job as part of Climatic, but also trying to better understand what have you learned from your experience, especially being one evaluating the environmental impact of these companies. What can you tell us today about this? Yes, happy to, and thank you for having me. So I think, like, to set the context, I'm now working in a company that is trying to address two of the obstacles that I faced when I was building up a environmental sustainability program at Mozilla. So those of you that use the Firefox browser may be familiar with Mozilla. It's quite a big company, but then also in terms of tech companies, is still a comparatively small player with only 1,000 employees globally, but still 1,000 employees setting up an environmental program as you're starting from scratch, I've learned can be quite challenging. Amongst the challenges that I faced was that Mozilla is an open source company. There were no open platforms out there that would allow me to do emissions assessment in an open manner and transparent manner, which, to be honest, I found mind-boggling given the urgency of the climate crisis and the transparency and insight we need in order to actually drive action forward. So that was something that I really wanted to address and make accessible. And then the other thing that I thought was fascinating related to that is that most of the emissions measurement at this point seems to happen in spreadsheeting software, where if you want insight from how much emission a company accrues to translate into the decisions that the business is making, then having it in a spreadsheet or in a separate software doesn't seem to make a lot of sense. So I was trying to figure out how to
create that flow of information and insight into the business intelligence, into decision making. Not something I'm working on with Climatic now, but definitely out of the lessons from working with Mozilla and trying to really steer an organization whose mission is to do good by the like public good, common good, but climate wasn't a focus. So how do we make sure that we take that insight and drive the decisions and the company forward in a positive manner? Was surprisingly challenging. I felt like, you know, doing that in 2019, 2020, I would have expected it to be much easier. So I'm going to be honest that I thought it was very surprising of how complex and how difficult it still is. And I think there's plenty of wiggle room to do better. And then the other thing that I think that's also something that I hope we will talk about in this panel and with everyone who's super informed about the impact of digital technologies. But if you're trying to benchmark as a tech company, especially as a software company, against your like peers and competitors, you find very quickly that there's a lot of creativity in what's getting reported and what's not getting reported, which is due to the fact that the market for most tech companies is still voluntary. So disclosures aren't mandated yet. Hence, you can choose what you report on, and the methodologies get quite creative. And then on top of that, even if you choose to report transparently and comprehensively, there's very little guidance for how to do so for digital products. There has been some effort in the last few years, but it's not standardized to the extent yet that it is easily accessible. And you often, like most companies, will still need help from experts who've done this in a multiple, like different companies to help you figure this out. And I do think that working with intermediaries as you're trying to set your company, your business up for success and sustainability is ultimately slowing you down in an unhelpful way. So figuring out how to do that in-house, informed on a daily basis, so you can really guide your decisions with that, is something that is challenging. And yeah, the creativity and the benchmarking, like we've just seen that report from Carbon Market Watch, who have assessed some 25 companies globally for the net zero claims, pledges that they've done and how realistic they are, or how credible. And they go to the core of the lack of standardization, harmonization in auditing of the pledges that are being put out there. A lot of this right now focuses on basically balance sheets. So we say GHG accounting, but the accounting knowledge means you can sort of accrue debt here, pay it off in another way, and then that automatically creates zero. But that's not how it works when you're trying to run down emissions. So those were definitely some of the surprising, puzzling challenges that I faced that we're hoping to, with Climatic at least, turn into more insight. But maybe I'll stop there, because I'm sure we're going to talk about more how to manage changes in businesses, but also policy later. Thank you, Kathleen, and very sorry for interpretation issues that you're facing. Pour les personnes dans la salle, je ne sais pas à quel point il y a quelques difficultés au sujet de ce qui a été dit auparavant, mais pour en tout cas résumer rapidement ce qui a été dit, effectivement, il y a un problème d'accès à l'information pour des startups qui en tout cas essayent de changer, de comprendre l'impact environnemental de ces entreprises, même des plus petites entreprises. Et il y a vraiment une question de responsabilité de grandes entreprises telles que Google, Amazon, mais également de petits acteurs. Donc leur responsabilité à elles, c'est pas tant de changer ce qui est difficilement changeable à leur échelle, mais plutôt d'être créative afin de modifier la manière dont l'économie a lieu. Et on le voit par exemple le Back Market qu'on a invité aujourd'hui, Marie Castelli en parlera très bien aussi, est une start-up qui justement essaye de modifier nos comportements en tant que consommateurs. Bien évidemment, le but étant pas de faire peser la charge aux consommateurs. Mais Marie, avant qu'on entre un peu plus dans les détails de qui devrait porter cette responsabilité et comment, pourriez-vous nous dire un peu plus sur notamment le rôle donc, du reconditionnement pour un numérique durable, et puis pour expliquer un peu plus ce qu'est Back Market et comment s'est créée cette start-up française.
Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir invités. Donc, peut-être quelques mots à propos de Back Market pour que ce soit clair pour tous. Donc, nous, on est une start-up française, un site web qui met à disposition des consommateurs des produits électriques et électroniques reconditionnés. Donc, on est vraiment dédié à 100% à l'économie circulaire des produits électriques et électroniques. Et l'objectif finalement de Back Market, c'est d'apporter ce qu'on appelle de l'immortalité dans le monde des machines, c'est-à-dire qu'on est profondément persuadé qu'il est possible de faire durer la partie notamment hardware des machines pour toujours à travers des gestes simples qui sont celui de la réparation, du reconditionnement et puis du recyclage. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'économie linéaire est la règle sur ces produits électriques et électroniques et c'est catastrophique puisque j'imagine que ça a été discuté plus tôt dans la conférence, mais on sait que 78% de l'impact environnemental du numérique vient de la production des terminaux. Donc l'objectif de Back Market, la mission de Back Market, c'est vraiment de bouleverser les modes de consommation, comme vous disiez, pour inciter les consommateurs à consommer de la seconde main de manière à étendre la durée de vie de ces produits le plus longtemps possible et aussi de s'assurer qu'une fois que l'ensemble des vies des produits ont été vécues, il y a un recyclage qui permette aux matériaux qui ont été utilisés dans les produits d'être réutilisés dans de nouveaux produits. Donc c'est vraiment ça notre objectif, c'est vraiment ça notre ambition. Et pour ça, on travaille énormément à la construction et à la structuration en fait de la filière, notamment du reconditionnement de ces produits-là. Donc, qu'est-ce que c'est le reconditionnement? Finalement, ce sont des produits d'occasion qui ont été achetés par des professionnels de la réparation qui vont tester les produits, vérifier que leurs fonctionnalités sont là, les nettoyer, en effacer les données et s'il y a besoin d'effectuer une réparation, effectuer une réparation. Ces professionnels-là ensuite remettent les produits sur le marché, notamment via nous, et garantissent aux consommateurs que les produits vont fonctionner, donc via des garanties commerciales de manière assez classique. Ça, pour nous, c'est la clé de la construction de la confiance du consommateur, parce qu'aujourd'hui, on considère qu'on est encore dans un monde où la consommation de seconde main de ces produits n'est pas forcément naturelle pour le consommateur et il y a énormément de confiance autour des produits de seconde main à construire. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Donc, on travaille en partenariat avec les reconditionneurs qui vendent des produits sur notre plateforme à ce que la qualité des produits soit la meilleure possible pour qu'en fait, il n'y ait plus de raison d'acheter neuf. Donc, l'expérience client, la qualité des produits, c'est vraiment autour de ça qui est concentré le business model de Back Market, de manière à ce que, comme je le disais, il n'y ait plus aucune raison d'acheter neuf parce que l'expérience de l'achat neuf est la même que l'expérience de l'achat reconditionné. Peut-être pour faire un parallèle sur l'objectif qu'on a et qui va être assez parlant, nous, ce qu'on imagine, c'est que le marché des produits électriques et électroniques, il peut ressembler de très près à celui de l'automobile, où aujourd'hui, vous avez à peu près 70% de ce qui est consommé dans le monde de l'automobile, qui est de la voiture d'occasion, pas de la voiture neuve. Donc finalement, la règle, c'est plutôt la seconde main dans l'automobile et l'exception, le neuf. Notre ambition, c'est que ce soit la même chose du point de vue des produits électriques et électroniques et pour des raisons évidentes de réduction de la pollution générée par la production, comme je le disais, de tous ces produits-là. Et d'ailleurs, on est très fiers. Il y a une étude de l'ADEME qui est sortie récemment qui démontre pour le smartphone, pour le moment, ça va être étendu à plusieurs produits. Le rôle véritable du reconditionnement dans la lutte contre l'impact environnemental du numérique, puisque cette étude, elle montre que sur tous les aspects de la pollution dans la production des outils numériques, le reconditionné apporte des solutions, mais d'un intérêt incroyable. Pour vous donner quelques chiffres que je me suis notés là sous les yeux, un smartphone reconditionné, c'est 82 kg d'évitement de consommation de matières premières par an. C'est moins 87% d'émissions de CO2 par rapport à un smartphone neuf, c'est moins 83% d'utilisation d'eau, c'est moins 88% de génération de déchets électroniques. Donc voilà le type d'apport que peut faire le reconditionné dans la lutte contre la pollution numérique et le sens de notre engagement chez Back Market.
Et oui, effectivement, comme Marie le disait très bien, pour l'empreinte carbone, il faut évidemment bien retenir que la fabrication a un rôle prépondérant. Donc des initiatives économiques telles que celle-ci sont clés, puisque on n'y arrivera que par, en tout cas, non par, mais c'est l'un des moyens et l'un des outils qu'on a à disposition. Alors Sandrine, parmi aussi... Donc, vous nous avez un peu raconté ce qu'était le BEREC, mais parmi les initiatives menées et le rôle que vous souhaiteriez avoir dans le futur ou que d'autres autorités souhaiteraient avoir, comment réagissez-vous par rapport à ce qui a été dit auparavant? Et puis, quelles sont les initiatives qui sont intéressantes et qui vont dans ce sens? Oui, merci. Donc, pour commencer, j'aimerais signaler en fait qu'il y a une diversité des situations entre les différentes autorités qui font partie du BEREC. Donc, notamment en termes de compétences, on a des autorités qui ont aussi dans leur champ de compétences, par exemple, la régulation de l'énergie, du transport, ou qui sont aussi autorités de la concurrence. Et d'un autre côté, on a des autorités beaucoup plus centrées sur les questions de réseau et qui n'ont pas nécessairement donc d'objectifs liés à l'environnement dans leur mandat. Mais donc, ceci étant dit, on a des outils dans notre régulation traditionnelle qui nous permettent déjà d'avoir un impact positif sur l'environnement, même si ils ne sont pas nécessairement employés dans tous les cas dans cette perspective-là. Donc, par exemple, on a l'article 44 de la directive que je citais avant, donc le Code européen des télécoms, qui permet de mutualiser certaines infrastructures passives et donc aussi d'encourager leur réutilisation. Et on a également donc la directive BBCOS qui permet une meilleure coordination du génie civil en déployant donc les réseaux. Donc on a ces premiers leviers. Et en plus, on a donc des autorités qui ont commencé à développer des agendas propres en matière environnementale et de soutenabilité du numérique. Donc, je vais vous citer deux exemples avant de parler de mon autorité d'origine. C'est donc Traficom, qui est l'autorité de régulation finlandaise et qui a activement participé à la rédaction d'une stratégie gouvernementale pour limiter l'empreinte environnementale du numérique et qui mène plusieurs études assez intéressantes, notamment, comme on en a parlé lors de la première table ronde, une étude sur le potentiel impact des technologies émergentes type blockchain, intelligence artificielle sur l'empreinte environnementale donc des terminaux et des services numériques. Et cette autorité commence aussi à investiguer la possibilité de collecter des données environnementales auprès des opérateurs. Et on a aussi donc l'autorité irlandaise Comreg qui a lancé donc plusieurs appels à contribution pour essayer de mieux comprendre le lien entre connectivité et changement climatique, que ce soit en termes donc d'impact positif aussi, de la digitalisation en matière de lutte contre le changement climatique et de la nécessaire réduction de l'empreinte carbone, dans ce cas des télécoms. Et donc moi, je travaille à l'ARCEP, comme ça a été dit, et on est quand même donc l'autorité qui a pu développer un agenda le plus étoffé sur la question et qui a voulu aussi développer cet agenda-là. Donc une première chose à dire, c'est que nous, donc, contrairement à la majorité des autorités de régulation membres du BEREC, on a un objectif de protection de l'environnement dans notre code qui a été ajouté pendant le Grenelle. Et on s'est intéressé très tôt à cette question-là dans une perspective en fait de développement des réseaux comme un bien commun. Et donc on a publié une première note d'analyse en 2019. Et en 2020, on a lancé une plateforme pour un numérique soutenable qui a associé 130 parties extérieures et avec l'organisation de plusieurs webinaires sur 6 mois. Donc oui, je vois des têtes justement familières parce qu'on s'était rencontrés potentiellement à ces occasions-là. Et donc à la fin de cet appel à contribution, on a publié un premier rapport sur l'empreinte environnementale du numérique avec une quarantaine aussi de contributions extérieures et des premières pistes d'action. Et donc ensuite, après ce rapport, il y a eu une feuille de route gouvernementale qui a été publiée, donc numérique environnement, et qui prévoit en fait plusieurs chantiers associant ou
complètement menés par l'ARCEP. Et donc je vais quand même les mentionner sans les détailler parce que ça a été abordé lors de conversations. Donc juste pour rappel, l'ARCEP a publié un rapport sur le potentiel impact des modèles de distribution des terminaux, donc des téléphones portables, sur leur durée d'utilisation et taux de renouvellement. Et en fait, on a conclu dans ce rapport qu'on n'avait pas de données permettant d'attester un lien entre ces deux variables, mais en revanche, on a justement... pour faire écho à l'intervention de Back Market, on a identifié les leviers tels que le reconditionnement, la réutilisation des terminaux comme extrêmement pertinents pour limiter l'empreinte environnementale du numérique, puisque 60 à 80% de cette empreinte environnementale est expliquée par la production, la fabrication des terminaux. On a aussi on mène aussi une étude avec l'ADEME, donc l'agence environnementale française, sur l'empreinte environnementale du numérique. On a, juste pour vous le signaler, on a publié donc les 2 premiers volets en janvier. Et on aura donc un prochain livrable qui va être publié dans les prochains mois avec une analyse prospective jusqu'à 2030. Et oui, ça avait été mentionné aussi ce matin, mais on a des conclusions assez similaires avec donc l'étude qui a été commandée aussi donc, par le groupe des Verts qui organise l'événement aujourd'hui, mais sachant que nous, notre étude se centre sur la France. Également, on est là sur un nouveau chantier qui est la construction d'un baromètre environnemental du numérique pour en fait permettre de savoir les différents impacts environnementaux associés non seulement donc, au réseau, aux services numériques et donc à long terme avec une perspective de donner accès à ces informations aux utilisateurs. Et enfin, pour finir sur la mise en œuvre de cette feuille de route, on mène également une mission sur les voies et moyens de prise en compte des enjeux environnementaux dans les critères d'attribution des fréquences et notamment en vue de l'attribution de la bande 26 GHz. Et dans ce cadre-là, on a aussi donc, publié une note technique qui compare la consommation énergétique des réseaux 4G et 5G. Faisant écho à beaucoup de débats sur le sujet. Et donc, selon cette note, qui a été réalisée par un comité d'experts techniques mené par l'ARCEP et aussi composé de parties prenantes extérieures techniciennes, donc les gains en efficacité énergétique dans les zones densément peuplées pour la 5G sont effectifs à partir de 2023 et manifestent à horizon 2028. Ils sont par contre nettement plus modestes dans les zones moins denses. Et donc je vais clore parce que j'ai été un peu longue, mais pour finir, on a eu aussi 2 lois d'ampleur qui ont ajouté donc, de nouveaux sujets à l'agenda environnemental de l'ARCEP. Donc déjà, on a eu l'élargissement de notre pouvoir de collecte en matière, de collecte d'informations en matière environnementale aux opérateurs, mais également aux fournisseurs d'applications, éditeurs de systèmes d'exploitation et fabricants de terminaux. Et en fait, ces données-là vont nous permettre d'alimenter la construction du baromètre et répondre aussi à certains enjeux d'harmonisation des méthodes de reporting et aussi de manque de données standardisées sur les impacts environnementaux du numérique. Et donc on a également d'autres projets qui ont émergé suite à ça. Je les mentionne juste. Donc, on est en train de monter donc, un observateur des impacts environnementaux avec l'ADEME. Et donc l'ARCEP, le CSA et l'ADEME vont également travailler sur un référentiel d'éco-conception dans les prochains mois et années. Donc voilà pour le panorama. Merci beaucoup Sandrine, et ça me fait réagir parce que finalement Kathleen disait exactement la même chose. Il y a un manque de données et Kathleen, ce serait intéressant de savoir de votre côté comment devrions-nous y remédier à échelle européenne. On le voit là qu'il y a différentes autorités qui n'ont pas du tout les mêmes compétences, ce qui surtout ajoute des problématiques pour vous dans la collecte de toutes ces informations. Peut-être dois-je traduire, je ne sais pas si
La traduction a été mise en place. Oui, la traduction ne fonctionne pas, alors I'm trying to understand as much as possible. I can translate again to make it easier. So Thank you. just before Sandrine was telling us about the lack of data that authorities have faced so far, exactly like you as a startup. So what do you think should be done at a European level so far that you haven't seen and that you would expect as an economic player to be at least foresee or planned by member states? Yeah, I think that's a great question, and thank you so much for translating for me. I think, like, the European Union, there are some good efforts, and like a lot of the things that Sandrine mentioned, from what I gathered, like we are seeing regulatory pushes, we are seeing more studies that are trying to increase transparency. The problem is that it's slow, and we sort of need to start acting faster. So I think one of the things I would hope to see is trying to get creative in how to increase transparency without focusing on creating something new. So without focusing on saying we need insight into environmental or climate impact, we are talking about if a company, for instance, is making a pledge to be net zero or claims to already be carbon neutral. Can we use existing consumer protection laws to ask whether that is accurate or misleading? Because it's illegal to talk under consumer protection to mislead your consumers, right? So do we have to have new regulation in place to make that happen, or can we explore and maybe audit some of the things already with existing regulations that are in place? I wish to see more of that, and not just from the companies that are maybe actually leading the way with some science, but like those that are part of the regulated market already when it comes to emissions, so that we can start to create a baseline of transparency and insight that is actually accessible and understandable for the consumers. Because one of the big things that I still face, and like I've been doing this for more than 5 years now, and like I do it full time with Climatic and trying to open data, creating an open database to make it comparable, normalizing emission factors, which you need in order to convert your activities into the emissions that they actually generate across regions. So like France, Germany, UK, they all have their own methodologies for how they present those emission factors, which means as a company, if you operate in all of those regions, you need to know how to normalize that in order to make the activities across regions comparable and let them feed into your report. Is that really necessary, or can we maybe on a member state level also work together to make the data machine readable so that it's open, and given that it's public data that's often published by public institutions, can they just be open by default? And like, can there be regular updates for how it's been? It doesn't, maybe not a PDF document to download it, but actually something that can be translated directly into decision-making platforms. I think there's a lot of ways to get creative at a European level without having to wait for when the law changes. There's just a certain mindset change that needs to happen to acknowledge that it's not just perpetual growth. We're not just trying to see digital as the next unicorn to save the planet, but we need to reflect on the impact, and we can only actually invest smartly and grow smartly if we know that, you know, what our impact is causing. And I think in the EU in particular, I mean, 80% of our companies are SMEs, if not more. So the smaller and the medium-sized companies currently fall entirely through the grid when it comes to reporting and when it comes to access to the data they need. They're part of the supply chain for the big players, but that means they get the pressure from the top in order to get the procurement contract. They need to have all the insight in their emissions because the big actors that need to report put the pressure down on the smaller suppliers, but the suppliers don't have any easy access that's affordable in any way, because most of them can't afford high, like pricey consultancies to do their reporting for them. So they get squashed in the middle. Is there something that agencies could collaborate on to support smaller companies? Are there ways to help them report on their data, compare amongst themselves? Can we create something like product emission footprint databases for which we don't need regulation, but just information sharing?
is that something that the European Union could lead on? I think so, and I would hope so, because we definitely need more. It's a very nascent field, and it's very unfortunate that it is nascent, because why do we not have that insight? The insight exists, it's just right now very often behind paywalls. Absolutely, and thank you, Kathleen, again as well. Like, to remind us that one of the tools that we have is a consumption law and a consumer law, and that's also a good way to ask Ronan, because he has been working on consumer law from his organisation perspective. Donc, Ronan, notamment par rapport à Hop, tout à l'heure vous avez présenté donc le but de l'organisation en termes d'action que vous menez, et notamment votre combat pour un droit de la consommation plus fort, permettant notamment de développer de nouvelles formes d'économie. Vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet-là? Tout à fait. Alors déjà, peut-être je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pourquoi aussi nous on s'intéresse au numérique alors qu'on s'appelle halte à l'obsolescence programmée? C'est un peu ce qu'a Marie mentionné tout à l'heure, mais déjà, d'une part, on a constaté que les équipements digitaux numériques avaient quand même une durée de vie assez faible relativement à d'autres équipements électriques ou électroniques, notamment dans l'électroménager. Ça s'explique par plusieurs facteurs, notamment puisque du coup il y a une forme d'obsolescence logicielle qui s'applique à ces équipements, parce qu'en plus c'est aussi des équipements qui sont de plus en plus complexes et donc qui font face à des nouvelles formes de panne. Et d'autre part, comme il a été indiqué tout à l'heure, on observe que l'impact du numérique est fortement lié à la fabrication des terminaux, puisque c'est les 3/4 des impacts environnementaux. Et donc c'est pour ça qu'on se positionne de plus en plus halte à l'obsolescence programmée sur les sujets du numérique, puisqu'on voit en fait une convergence entre l'obsolescence de certains types d'équipements et leur impact environnemental très fort. Et donc sur les actions qu'on peut mener, il y en a beaucoup en termes de plaidoyer et notamment sur le droit de la consommation. Peut-être un premier exemple, c'est le délit d'obsolescence programmée qui a été donc introduit dans la loi française en 2015, comme je le disais tout à l'heure. Une façon de l'éprouver, c'était évidemment de porter plainte contre certaines pratiques qu'on a pu observer. Et donc, c'est pour ça que Hop a déposé notamment une plainte en 2018 contre la société Apple, puisqu'on avait, un grand nombre de consommateurs avaient observé que sur un modèle de téléphone, suite à une mise à jour, l'appareil se mettait à dysfonctionner et en fait à fonctionner beaucoup moins rapidement que par le passé. Donc voilà, on a pu porter plainte. Donc déjà c'est une première manière, en fait, pas forcément de construire le droit, mais de l'éprouver. Et ce que nous a appris cette affaire, c'est que finalement Apple a été poursuivi au titre de pratiques commerciales frauduleuses et non pas pour l'obsolescence programmée. Pourquoi? Parce que la façon dont était rédigé le délit dans la loi, en fait, le rendait très difficilement démontrable, puisqu'il fallait être en mesure, en fait, de démontrer une double intentionnalité de la part du fabricant, à la fois qu'il a délibérément voulu réduire la durée de vie de son produit, et qu'en plus cette intention soit dans l'optique de forcer le consommateur à renouveler son produit. Donc en fait, pardonnez-moi si c'est peu clair, mais c'est comme ça qu'a été écrit le délit. Donc tout ça montrait que c'était assez compliqué, et du coup la justice avait préféré partir sur les pratiques commerciales trompeuses. Finalement, il y a eu une transaction entre les autorités de surveillance du marché français, donc la DGCCRF, et Apple, qui a fait verser à Apple une amende de 25 millions d'euros. Et donc, par exemple, concrètement, dans notre plaidoyer, après, on a cherché justement à rendre ce délit plus facilement applicable pour qu'on puisse poursuivre plus facilement des entreprises et les faire condamner. Et donc, c'est un long débat qui s'est poursuivi depuis plusieurs années et qui a été partiellement réglé récemment dans la loi visant à réduire l'empreinte environnementale numérique en France, puisque le délit a été simplifié. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant, il y avait une double intentionnalité à démontrer pour le plaignant. Maintenant, on n'en a plus qu'une. Nous, ce qu'on demandait, c'était une inversion de la charge de la preuve.
C'est-à-dire qu'en fait, ce soit pas au consommateur, que le consommateur n'ait pas à démontrer devant la cour la culpabilité du fabricant, mais plutôt qu'en fait le fabricant du coup prouve que son produit était bien conçu. Ça n'a pas été retenu pour des questions juridiques, et c'est pour ça qu'actuellement il y a un débat notamment au niveau européen sur le fait d'interdire l'obsolescence programmée ou prématurée, et les discussions s'orientent plutôt sur l'interdiction de l'obsolescence prématurée, qui permettrait justement d'éviter cet écueil de l'intentionnalité. Donc ça, c'est une partie de notre plaidoyer. Et sinon, plus largement, ce qu'on essaye de pousser, c'est 3 axes différents dès qu'on peut. C'est à la fois de mieux encadrer les pratiques de conception pour forcer les industriels à avoir des pratiques plus vertueuses en termes de durabilité. Donc ça, c'est un sujet qui finalement est assez peu adressé par les États membres, mais plutôt par Bruxelles via les directives d'éco-conception. Le deuxième sujet qu'on pousse beaucoup, c'est du coup de mettre en place une information au consommateur sur la durabilité des produits qu'il achète, puisqu'aujourd'hui on a une asymétrie d'information qui est assez énorme en fait entre le consommateur et un fabricant. Jusqu'à très récemment, la seule information dont dispose quelqu'un quand il fait le choix d'acheter un produit plutôt qu'un autre, c'est le prix. C'est à peu près la seule variable d'ajustement. Et donc, nous, on a poussé dans la loi, donc ça s'est fait au moment de la loi AGEC en France, donc en 2020, pour qu'un indice de réparabilité soit affiché sur les produits électriques et électroniques, et que cet indice, surtout, évolue en 2024 en un indice de durabilité qui visera à donner une information sur la fiabilité du produit, sur sa réparabilité et sur son évolutivité future. Donc ça, c'est un point très important. Et le dernier point important de notre plaidoyer, c'est, comme le disait Marie tout à l'heure, en plus de mieux concevoir les produits, une autre façon d'allonger la durée de vie des produits, c'est soit de les réparer, ou soit de leur donner ce qu'on appelle une seconde vie, ou une troisième vie même, si on y arrive. Et donc, en encourageant le mieux qu'on peut les pratiques de réparation, de réemploi, de reconditionnement. Par exemple, dans la loi AGEC, on a obtenu, je vais juste finir sur 2 exemples, qu'un fonds réparation soit instauré en France. Donc le principe est assez simple, c'est un fonds financier qui va être en gros abondé par le système des éco-contributions qui sont déjà payées en fait, par les fabricants sur les produits électriques et électroniques. Et donc une partie de ces éco-contributions abondera un fonds qui servira en fait à financer une partie du coût de réparation pour les consommateurs qui souhaitent faire réparer un objet. Donc ça, c'est basé sur le fait que typiquement, très souvent dans les enquêtes, par exemple faites par l'ADEME, les gens remontent qu'ils aimeraient faire réparer leurs produits, mais que ça coûte trop cher par rapport à l'achat du neuf. Donc voilà pourquoi cette idée a été avancée de faire baisser le prix de la réparation par un fonds. Et tout simplement aussi un autre obstacle à la réparation, c'est souvent les pièces détachées. On veut faire réparer un produit, mais la pièce détachée n'est pas disponible. Donc dans la loi AGEC, on a aussi obtenu que pour par exemple les smartphones ou les ordinateurs portables, les pièces détachées soient rendues disponibles pendant une durée d'au moins 5 ans après la mise en marché du produit. Donc c'est voilà, un peu des exemples concrets, et plus récemment, comme je le mentionnais, il y a eu aussi la loi sur l'empreinte environnementale du numérique, avec plusieurs articles de loi visant à allonger la durée de vie des terminaux, même si on peut discuter de l'ambition globale du texte. Merci beaucoup, Ronan. Donc la question quand même du prix des objets technologiques est en tout cas un obstacle pour nos consommateurs, mais également celle de la possibilité de trouver ces pièces détachées en service. Donc Marie, pour Back Market, comment expliquez-vous notamment l'essor de cette start-up, puisque elle fonctionne très bien en France, mais peut-être ça a été une difficulté de s'installer dans le marché français. Pensez-vous que ces obstacles sont en tout cas si importants au point que d'autres acteurs ont du mal à faire le nid dans notre économie actuelle ?
Alors oui, en fait, tout ce qu'a expliqué Ronan est très vrai et il y a des freins qui sont absolument majeurs. Donc, peut-être pour vous donner un peu une idée de Back Market, donc nous, on est aujourd'hui présent dans 16 pays dans le monde. On est français, mais on s'est développé partout parce qu'on pense qu'il faut porter cette économie circulaire des produits électriques et électroniques partout dans le monde. Et c'est vrai que pour le moment, c'est la France qui est le marché le plus mature. Néanmoins, si vous regardez un peu la taille aujourd'hui du marché des produits reconditionnés à échelle mondiale, ça représente à peu près en volume 80 milliards d'euros, quand on sait que le marché des produits neufs, lui, représente 1300 milliards d'euros. Donc ça vous donne un peu une idée de, oui, le reconditionné, ça marche, on en entend beaucoup parler, notamment en France, mais en fait, en comparaison avec les marchés du neuf, on n'est pas du tout aujourd'hui dans quelque chose qui fait même ne serait-ce que de l'ombre au neuf. Alors que l'objectif, si on veut lutter contre la pollution générée par le numérique, c'est de venir entrer en compétition avec le neuf. Ça, c'est très important. Après, c'est vrai que le modèle de back market en tant que tel, il est assez emblématique du fait qu'il y a une attente des consommateurs et il y a une volonté des consommateurs de passer à ce type de produits quand on les rend désirables et quand le prix est au rendez-vous. On a cité la question du prix, c'est quelque chose de très important. Donc nous, chez Back Market, ce qu'on fait, c'est qu'on investit énormément dans le marketing de ces produits-là. C'est tout bête, hein, mais on fait de la publicité, beaucoup de communication, on utilise les outils du web pour pousser les produits reconditionnés. Et c'est comme ça qu'on va attirer l'attention, créer de la désirabilité autour des produits. Après, il y a un gros enjeu ensuite, c'est que ces prix soient attractifs. Et là, vous avez le gros sujet de l'écart de prix en fait entre un produit reconditionné ou même la réparation d'un produit parce que c'est exactement les mêmes types d'enjeux. Donc le prix d'un produit reconditionné et le prix d'un produit neuf, le consommateur il ira pas sur un produit dont le prix est trop proche de celui du neuf parce qu'il se dira bah tant pis je vais pas acheter de la seconde main aussi cher donc je vais acheter du neuf. Pareil si vous voulez faire réparer un appareil, imaginons vous cassez votre téléphone, vous allez chez un réparateur. Si le prix de la réparation est trop proche de celui du fait de racheter un produit neuf, vous allez en tant que consommateur naturellement passer sur le neuf. Donc ça, c'est des gros sujets. La question du prix, elle est fondamentale. Et évidemment, la question de la qualité des produits, c'est-à-dire qu'à partir du moment, et c'est un sujet sur lequel on bosse énormément chez Back Market, à partir du moment où vous avez créé de l'attractivité parce que vous avez fait de la communication en gros, où vous êtes capable de proposer des prix qui sont relativement bas et aujourd'hui les produits reconditionnés sont 30 à 70% moins chers que leurs équivalents neufs. Ensuite, il faut être sûr de proposer des produits dont la qualité est parfaite, c'est-à-dire qui marchent très très bien. Et ça, c'est vraiment les gros enjeux de la massification de ce marché-là, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup de succès, on est une licorne et je pense que notre business model montre que l'économie circulaire, c'est pas qu'une question d'environnement, ça peut aussi être une question de succès économique et que derrière, il y a des filières entières de réparation et de reconditionnement qui peuvent créer de l'emploi et de la croissance en Europe. Donc, il y a un potentiel monstrueux, mais il y a ces enjeux de la qualité et du prix sur lesquels il faut travailler. Et pour y travailler, finalement, ça revient un peu au sujet dont Ronan parlait. Il va falloir faire en sorte que les fabricants jouent le jeu de la création de ces filières-là. Parce qu'aujourd'hui, les plus gros freins qu'on rencontre, ce sont ceux finalement à la réparabilité des produits. La conception des produits en tant que tels. Est-ce que les produits sont faits pour durer? Ça, c'est une première chose, parce qu'ils peuvent vivre plusieurs vies sans être réparés s'ils sont bien conçus. Donc, le premier truc, c'est évidemment d'avoir des produits qui soient le plus fiables dans la durée possible. Et on revient aussi du coup au concept d'obsolescence programmée, mais des produits aussi qui soient faciles à réparer. Et là, on est dans tout ce qui est design du produit. Comment les fabricants, on peut créer une réglementation qui va les forcer à faire des produits qu'on peut ouvrir facilement, dont on peut changer facilement les pièces. Ça, c'est un aspect. Et après, il y a tout ce qui est libéralisation du marché des pièces détachées, des manuels techniques et des outils qui servent à la réparation des produits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ces marchés-là, ils sont complètement contrôlés par les fabricants. Donc, c'est très compliqué pour les réparateurs et pour les reconditionneurs d'avoir accès de façon non discriminatoire
que ce soit au niveau de l'accès pur et simple, mais aussi au niveau du prix, à tous ces éléments qui sont pourtant essentiels à une réparation de qualité des produits. C'est pour ça que je ramène ça au concept de qualité. Il faut connaître le produit. Donc ça, c'est les manuels techniques des produits. C'est important de les partager. Et il faut avoir des bonnes pièces pour les réparer. Et là, on en vient à tous les sujets de l'ouverture des marchés, des pièces détachées et des outils. Et là encore, on peut faire un parallèle avec le monde de l'automobile, qui est un peu notre objectif, comme vous l'avez compris. Dans l'automobile, ces marchés-là sont des marchés qui sont libéralisés, où il y a énormément de concurrence et qui sont très dynamiques. C'est ce dont on a besoin pour que ces marchés de la réparation et du reconditionnement grandissent, remplissent tout leur potentiel environnemental, mais aussi leur potentiel économique, leur potentiel de création d'emplois et de croissance. Et ça passe par des réglementations, comme par exemple l'initiative sur les produits durables qui doit être présentée par la Commission européenne à la fin mars, et qui va être déterminante dans ce qu'on va pouvoir imposer aux fabricants sur tous les sujets que je viens de citer. Et puis, tout ce qui va être aussi création de droits à la réparation pour le consommateur, qui font aussi partie de l'agenda de la Commission européenne cette année, plutôt pour la deuxième partie de l'année, et qui vont être extrêmement importantes, puisque, exactement comme on le disait plus tôt, il y a ce qui va être imposé aux fabricants comme obligation, et il y a aussi ce que le consommateur en tant que tel va pouvoir exercer, opposer aux fabricants comme type de droit. Et là, il y a des réglementations clés qui doivent être prises, qui doivent être ambitieuses pour en fait lever tous les freins à la massification de ce marché, puisque encore une fois, on n'est pas du tout dans des ordres de grandeur qui sont comparables entre les marchés du neuf et le marché du reconditionné. Merci beaucoup Marie. Effectivement, il y a donc ces législations qui seront publiées normalement le 30 mars au sujet de l'éco-design de nos produits électroniques et des nouvelles technologies. Donc Sandrine, on a beaucoup parlé donc, des freins, mais qu'en est-il finalement des possibilités, des opportunités, de l'action que doivent mener nos États et l'Union européenne selon vous ? Oui, enfin, je suis assez d'accord. On a beaucoup à aborder les challenges, et je voulais juste quand même, en réponse avec les interventions précédentes, réitérer le fait que oui, on partage, notamment à l'ARCEP, le constat sur donc le manque de données, l'asymétrie d'information aussi. C'était un point important. Et aussi, juste un point quand même que je voulais soulever et qui complexifie encore l'approche que pourrait avoir un régulateur de la question, c'est l'interdépendance également entre empreinte environnementale des terminaux, des réseaux et des centres de données. Donc ça appelle vraiment à une approche un peu plus holistique en élaborant des solutions. Et donc pour passer à la partie solutions, donc pour les recommandations niveau européen côté ARCEP, je vous renverrai à la publication de notre prochain rapport et sa mise en consultation publique en mars, le mi-mars de cette année. Mais donc à la lumière donc, de notre expérience au niveau national, à l'ARCEP, on pousse pour continuer à développer donc, une approche très coordonnée en matière de collecte d'informations, et donc l'approfondissement de méthodologies robustes, multicomposants, multicritères et multi-étapes pour avoir une vision granulaire et complète de l'empreinte environnementale du numérique. Et également, donc on parle de données, on parle beaucoup de l'aspect business que touche cet enjeu, mais c'est aussi un sujet important pour l'incapacitation des utilisateurs. Et donc à l'ARCEP, nous, on défend le concept de régulation par la donnée déjà dans notre régulation traditionnelle
des réseaux fixes et mobiles, mais aussi en matière environnementale. Donc en fait, la régulation par la donnée, c'est l'idée qu'on peut utiliser la puissance de l'information et sa mise à disposition aux citoyens et Catherine, pour faire écho à ton intervention, en open data, c'est mieux pour pouvoir laisser la possibilité à la société civile donc de aussi s'emparer de ces données et de créer des outils, et donc utiliser cette puissance de l'information pour permettre d'éclairer les choix des consommateurs vers des produits de meilleure qualité ou plus durables, et donc d'orienter le marché dans la bonne direction. Donc nous, c'est vraiment, cette approche par la donnée, c'est vraiment quelque chose qu'on défend pour l'encapacitation des utilisateurs et donc la promotion des modèles plus durables et des produits numériques plus durables. Et enfin, sur l'aspect d'interdépendance, nous, on tient à inclure dans notre réflexion tous les pans en fait, de la chaîne de valeur, enfin de l'écosystème plutôt numérique. Et donc, on réfléchit à la pertinence donc, de développer des référentiels en matière d'éco-conception, aussi des codes de conduite. Donc, c'est déjà en cours au niveau national côté opérateur télécom, mais on se demande aussi si on ne devrait pas regarder aussi côté fournisseur de contenu et d'applications pour une plus grande responsabilisation. Voilà, parce qu'à la lumière de la crise, on s'est rendu compte que c'était peut-être possible de promouvoir une meilleure adaptation de la résolution des contenus à la taille des terminaux utilisés, et on pense que ça serait un levier à expertiser et à approfondir. Et enfin, je voudrais encore insister sur ce message, mais la collaboration avec les parties externes et la société civile, c'est vraiment quelque chose qu'on met au cœur de notre action, notamment en matière environnementale à l'ARCEP. Et donc voilà, ça reste aussi un des moyens de permettre de continuer à construire ensemble cette expertise sur ce sujet en fait, qui nous engage tous. Merci beaucoup Sandrine. Tout à l'heure, Kathleen a mentionné le fait que c'était surtout les petites entreprises qui, en tout cas celles qui exigeaient une expertise de la part de Climatic, qui souffraient de la situation puisque le coût reste assez important. So Kathleen, I was just telling about how SMEs that you've been working with have difficulties into having seeing the environmental footprint being assessed because of the lack of means, but also financial means. How do you think we can uplift them as well in the process? Yeah. So sorry, Kathleen, we can't hear you. Maybe you're muted. Let's try again. Can you hear me? Now we can hear you. Thank you. Fantastic. Yes, thank you for that. I was just saying there's multiple ways in which we can support that, and also building on some of the things that I took from what Marie and Sandrine just said. There's this, with the right to repair, for instance, we're incentivizing consumers to make a choice and to empower the durability of how long we're using our devices. I think there's a catch that the European Union also needs to look into, that is tax incentives, which matter particularly for small and medium-sized companies as you're trying to figure out what your profit is. But there is an incentive tax-wise, especially as your revenue is still growing, to invest in new devices because it helps getting you tax breaks. So there's a question of how can we maybe encourage the longevity of our devices and encourage and incentivize businesses, especially small and medium-sized actors, but also big actors, to not just buy a new device, but to invest in repairs and get credits for that. That's one thing where I'm like, I think we shouldn't let corporate actors off the hook in terms of investing in the repair of those devices, because that's not just something that we as individual consumers need to decide for ourselves, but it's something that definitely corporate actors should be held to account to also. And right now the system isn't set up that way, because the system is set up to consume more, which is what gives you the tax breaks. And in terms of small and medium-sized companies, open data is something what I keep coming back to. With Climatic, we are building out the open database as much as possible as we can, and it is freely accessible. It is entirely free to use for
for everyone, but like also the API, which allows you to integrate the open data into whichever system you're using. So whatever platform your business is on, you can use it to measure and track your emissions. And I think the importance there is that we need a discourse that doesn't put it on an annual report. Like, we're not asking you to do a big 100-page report once a year, but like in really having a political discourse also, and incentives to, if you inform your consumers how much every activity creates in terms of emissions, that creates daily insight. And that's something that just needs to happen on a regular basis, and hence not be separate through some software to some opaque system that does it, but it needs to be measured every single day wherever the transaction or the activity is happening. And I think that for small and medium-sized enterprises, at least from what I'm seeing in the conversations we're having, we have an SME Sustainability Alliance meetup with a few companies where we try to share best practices of how can you actually be a leader in climate action when there's little guidance for how to do emission measurement and accounting as a small, medium-sized enterprise, because mostly SMEs only are required to report on scope 1 and 2, which if you're an entirely remote company working on software is probably going to be very close to zero. So the scope 3, the value chain, is what you need to do. And so breaking it down, and like, instead of having this huge project ahead of you of heavy reporting frameworks, accounting for everything, getting this in sentence that it's sort of like you have a finance department that has all the invoices going in every month, that you just have this tick of, I'm going to put the activity in and also measure the emissions on the go as they're being created, is going to ease the burden to get smaller organizations started, and also decentralizes the function. So instead of focusing on big corporate reporting, more and more requirements, high standards for transparency, what it all needs to be linked, and encouraging especially smaller actors to think about sustainability management and the accounting of emissions in a decentralized way, so that every employee takes 5 minutes a month, because ultimately it isn't that much more, to add their data to the organization's sheet for how much their emissions at home were. Like, it's very easy to track once you have it set up. It's probably much easier to implement than most realize, but because we talk about it from the big tech or big actors only perspective, we start by complexity, comprehensiveness, and it becomes overwhelming very quickly. And I think we need to make small and medium-sized organizations aware of the fact that they can actually be leaders in climate because their operations aren't as complex. And so they have the power to increase transparency along the supply chain that big enterprises won't have. So it's like this empowerment narrative that I'm missing in the discourse, that I'm hoping to see more. And I find very encouraging with the smaller companies that we're working with, that that's exactly the mindset they're trying to bring, is in, we want to inform all our decisions by reporting regularly, not just once a year. We generate an insight that hasn't been there before, and it also allows smaller actors to actually challenge the reporting that's happening, or the greenwashing that's happening at some big corporate levels, by proving that their emissions are higher, lower, measured differently themselves. And I think that's something we sort of ignore because we're so focused on holding the big ones to account, that we don't use the power that smaller actors have through their agility and their ability to just do it with a much lower lift due to less complex operations. And I wish to see more of that. And I'm really encouraged by some of the feedback we're getting, but I also see the amount of work that our data science and climate science team has to put in to normalize the data across even just member states in the European Union to help inform those decisions. It's surprising, and I hope that we can see more cooperation with each of those actors, whether that's ADEME or ARCEP or by BASE or whoever, but that we can work on normalizing it so that we can just use and incorporate the data rather than spending huge amounts of time by multiple scientists to help make this data as accessible and open to everyone as we do right now. So, donc
il nous reste encore 2 questions avant qu'on prenne les questions. Ou peut-être on va commencer à prendre les questions de l'audience, puisque je vois qu'il reste que 15 minutes. Est-ce qu'il y a d'abord des questions dans la salle? J'avais juste 3 petites questions remarques. La première, j'ai pas compris la différence entre l'obsolescence programmée et prématurée. Parce que pour moi, à partir du moment où elle est programmée, elle est forcément prématurée. Et inversement, j'ai pas très bien compris du coup la différence en fait juridique. Ensuite, sur ce qui est réparable et ce qui est neuf, est-ce que c'est le neuf qui est trop peu cher par rapport au prix de la réparation, ou la réparation qui doit être bien moins chère, beaucoup plus subventionnée, ou est-ce qu'à votre avis c'est les deux qu'il faut faire? Il faut que le neuf soit moins accessible et en même temps que la réparation le soit plus. Et le dernier point que j'avais, si je le retrouve, oui, c'est que souvent, quand on parle du seconde main, un retour qu'on nous fait, c'est que l'innovation va être intégrée moins vite, en fait, puisqu'on va moins vite acheter des produits plus innovants, puisqu'on répare, réutilise des technologies plus anciennes. Et donc, finalement, il y a une intégration, c'est ça, de la techno qui est plus lente, et donc la France, si elle s'y met, par exemple, va perdre, en fait, en technologie, en usage, et qu'on sera en retard. On voit bien par exemple sur le marché de la voiture, je n'avais pas ce chiffre en tête, que 70% donc est de seconde main, mais que finalement ça n'a pas l'air de jouer sur, je sais pas, sur l'innovation automobile. Quelle est un peu la réponse que vous apporteriez à cette remarque qu'on nous fait régulièrement quand on en parle sur le terrain? Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle, sinon on peut en prendre quelques-unes en ligne. Alors c'est parti, on en a plusieurs. Une question de Alain qui demande s'il serait possible d'interdire aux opérateurs de faire la publicité pour vendre des smartphones 5G alors qu'il n'existe pas d'application spécifique pour cette bande de fréquence pour les particuliers. Une question de Cécile qui demande si la TVA est-elle moindre pour les produits reconditionnés afin de permettre une marge aux entreprises vertueuses. Je crois que ça va ça va vous intéresser, je pense. Et une question également d'Agnès. C'est plutôt une idée, pardon. On pourrait aussi imposer aux fabricants, quand les pièces détachées ne sont plus disponibles, de mettre à disposition les fichiers CAO permettant de les imprimer avec des imprimantes 3D, ce qui réglerait le problème de l'absence des pièces détachées au bout d'un certain temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on peut passer à un petit tour de réponse? Ok, je pense qu'on va laisser la parole du coup. Peut-être sur les premières questions, Ronan, voulez-vous répondre dans un premier temps et puis d'autres ajouteront. Oui, alors sur la différence entre l'obsolescence programmée et prématurée, alors effectivement une obsolescence programmée est également prématurée, mais une obsolescence prématurée n'est pas forcément programmée. En fait, ce qui change, c'est l'intentionnalité. Finalement, la notion d'obsolescence prématurée est plus large et justement ne s'occupe pas forcément de est-ce que délibérément le fabricant a mis une petite pièce fragile au milieu de sa machine à laver pour la faire lâcher, ou simplement si on peut considérer que le produit par rapport aux attentes raisonnables d'un consommateur n'était pas assez robuste. Enfin, du coup, je ne sais pas si je suis clair, mais en gros c'est la question de l'intentionnalité qui change. Voilà. Sur le prix du neuf et le prix de la réparation, c'est une excellente question. Évidemment, ce sera compliqué de rendre la réparation pleinement compétitive tant qu'on aura des produits d'entrée de gamme, comme on peut le voir sur, par exemple, l'électroménager, des fois à peut-être une centaine d'euros. C'est sûr que c'est compliqué derrière de faire intervenir un technicien de manière rentable pour réparer un appareil. Du coup, j'ai pas forcément la réponse magique.
votre question, est-ce qu'il faut agir sur l'un, sur les deux? J'aurais tendance à penser peut-être sur les deux. Après, il y a quand même la liberté de fixer un prix du fabricant sur lequel il est quand même dur d'intervenir. Et je pense que ça pose aussi des questions en fait, très larges sur notre modèle économique, qui finalement, on voit bien que le prix du neuf, souvent, n'intègre pas le prix, on va dire, total du produit. Aujourd'hui, on a une responsabilité en fait financière du fabricant sur la fin de vie de son produit, mais qui est souvent assez ridicule. Par exemple, quand vous achetez un smartphone neuf, vous avez 4 centimes, je crois, du prix du smartphone qui sert à financer donc sa collecte et son recyclage. En fait, on peut imaginer que ces 4 centimes-là sont bien trop insuffisants. Et du coup, voilà, il y a peut-être des idées. Moi, je pense qu'on pourrait justement renforcer ces mécanismes de responsabilisation du fabricant, mais en leur donnant, on va dire, une portée réelle et pas symbolique comme aujourd'hui. On ne pourra jamais forcer, en tout cas dans le système économique dans lequel on est, on ne pourra pas forcer un fabricant à baisser son prix. Mais voilà, l'enjeu, c'est de faire rentrer dans le prix toutes les externalités négatives qui sont aujourd'hui pas prises en compte. On peut penser aussi à la prise en compte du prix du carbone, hein, puisque on l'a répété, que la fabrication du neuf était bien plus émettrice que l'occasion. Et provisoirement, en tout cas, je pense que oui, des coups de pouce pour aider le secteur de la réparation sont nécessaires. Parce qu'en fait, on a parlé du prix, mais le secteur de la réparation, il fait face à plein d'enjeux, aussi de formation, de mise en visibilité et en valeur, parce que pendant longtemps, ça a été un peu ringardisé aussi de faire réparer un produit. Donc voilà, je pense qu'il faut effectivement agir sur les deux. Je continue sur les questions ou je laisse la parole? En tout cas, sur cette question, peut-être que d'autres aimeraient intervenir avant d'aborder d'autres sujets. Je vois Marie. Oui. D'accord avec tout ce que vient d'être dit par Ronan. Sur la question du coût de la réparation, est-ce que c'est lui qui est trop élevé? Est-ce que c'est les produits qui sont pas assez chers? Bon, évidemment, c'est un peu des deux. C'est vrai que si le prix des produits neufs intégrait l'ensemble des externalités négatives de la production des produits neufs, et du coup on revient au sujet dont vient de parler Ronan, ça ferait beaucoup de sens. Après, il y a une marge de manœuvre monstrueuse pour faire baisser les coûts de la réparation aujourd'hui. Et notamment sur la question, comme je vous le disais, de la libéralisation de ce marché de la réparation pour le rendre compétitif plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur sur lequel, sans forcément agir sur le prix du neuf en tant que tel, on peut avoir des marges de progression qui sont énormes. Et du coup, il y a de la politique publique à mettre en place. Ça doit vraiment être une priorité et une ambition pour permettre à la réparation de se faire à des coûts qui vont être en tout cas relativement moins importants qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui ça reste quand même un des freins majeurs. Donc les deux, mon capitaine, j'aurais envie de répondre, mais il y a vraiment une marge d'amélioration du coût de la réparation qui est énorme et qui doit se passer si on veut que les choses soient massifiées. Concernant l'innovation, vous avez un peu répondu vous-même, je pense, à la question en la posant. On le voit dans l'automobile, en fait. Il y aura toujours des produits neufs. De toute façon, les produits neufs, ils vont représenter une part du marché. L'enjeu, là, c'est d'inverser un peu les tendances en termes de qu'est-ce qui est la masse de consommation. Donc, ça ne veut pas dire la fin de l'innovation. L'innovation, elle va continuer à arriver. Et après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est dans le monde du digital. Donc, l'innovation, elle se fait énormément aussi par le software. Et ça, pour le coup, le fait d'augmenter la durée de vie des produits, c'est un champ incroyable d'ouverture à l'innovation. Innovation pour créer des logiciels qui vont être plus légers et qui vont permettre d'être absorbés facilement par des matériels qui sont plus vieux. Ça, c'est un champ d'innovation majeur qui n'est pas assez aujourd'hui creusé. Et puis, on peut même imaginer innovation pour, à partir du moment où des produits sont plus capables de remplir leurs fonctions premières, carrément en changer l'utilisation. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple un peu bête, mais un smartphone, est-ce que demain, il ne peut pas devenir un babyphone le jour où il n'a plus la capacité d'intégrer toutes les innovations qui sont arrivées dans le neuf? Donc, il y a
dire que ça va bloquer l'innovation, c'est faux. En fait, c'est un terrain d'innovation incroyable d'étendre la durée de vie des produits. Et enfin, pour la question sur le taux de TVA, donc non, il n'est pas moindre pour les produits reconditionnés. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Ça fait partie, évidemment, comme vous l'imaginez, des choses qu'on porte, puisque vous l'avez bien compris, en fait, en posant la question, il y a un gros souci de marge qui peut être dégagé par les aujourd'hui, puisque le consommateur, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas prêt à payer un prix trop cher pour sa réparation ou pour son produit reconditionné. Et du coup, tout ce qui va être incentive financière qui va permettre de faire baisser le prix des produits et d'augmenter la marge finalement des réparateurs pour qu'il puisse y avoir des business models qui se créent autour des métiers de la réparation et du reconditionnement, c'est un enjeu majeur et ça fait partie évidemment de nos batailles. Et puis, sur la question sur l'impression 3D, ça aussi, les pièces détachées, il y a plusieurs sujets. Il y a la pièce détachée originale, pendant combien de temps le fabricant doit la mettre à disposition. Ronan parlait de la loi française et de ce qui est passé sur les 5 ans minimum après la dernière mise sur le marché d'un produit. Ça paraît une bonne durée pour que le fabricant continue à produire des pièces détachées et du stock. Après, sur la pièce détachée, une fois que cette période-là est finie, et même pendant cette période, tout ce qui va être création de pièces détachées non originales, c'est-à-dire ne venant pas du fabricant, mais compatibles et de qualité équivalente à des pièces détachées fabricants, c'est clé aussi. Et là, clairement, l'ouverture de l'information sur la conception des pièces détachées, sur leurs caractéristiques techniques, ça peut permettre, sans que ce soit aux fabricants de porter ce poids-là, d'avoir un marché des pièces détachées compatibles de qualité qui se massifie. Il existe déjà, il n'existe pas pour toutes les pièces détachées et on a besoin que les fabricants, à partir d'un certain moment, partagent l'information pour que ce soit possible, soit via de l'impression 3D, soit tout simplement via la création de pièces détachées qui vont être similaires à celles des fabricants. Merci beaucoup Marie. Peut-être qu'avant que nous avant la conclusion, Sandrine, avez-vous d'autres mots à ajouter ? Oui, je crois qu'il y avait une question sur la 5G, mais je ne suis pas sûre de voir exactement le cas dont il est question dans le commentaire qui a été fait et dans la question, mais du coup, je renverrai vers l'Observatoire et les cartographies de couverture qu'on publie, donc qui pourraient donc montrer où sont déployer en fait les réseaux mobiles en général et notamment 5G, donc peut-être pour répondre à l'interrogation de la personne qui a formulé la question. Et juste par rapport aux considérations environnementales, donc j'aimerais rappeler que donc on est en train de conduire cette mission sur laquelle on a été missionné lors de la feuille de route numérique et environnement pour réfléchir à l'élaboration de critères environnementaux dans les futures procédures d'attribution des fréquences mobiles et en particulier en vue de la bande 26 GHz qui est notamment utilisée pour le déploiement de la technologie 5G. Donc je renverrai vers les résultats de cette analyse. Et de façon plus générale, l'ARCEP pense que c'est assez important aussi de garder une approche assez, encore une fois, complète de l'empreinte environnementale du numérique en général et ne pas nécessairement se concentrer sur l'empreinte d'une technologie alors que il y a tous ces efforts collectifs dont on a pu parler qui permettent de penser des mécanismes plus complets de réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette question. Merci Sandrine. Kathleen, maybe would you like to conclude and give a general conclusion on what has been said before and during this panel today? Thank you. Yeah, happy to. I think just to keep it short with an eye to the clock, I think one of the things that I'm hoping discussions like this and all the examples that we've shared and the progress that's being made, I hope that as we continue talking about a digital sustainable economy,
we can contribute to reimagining how we understand and expect business success to unfold in the world, so that business success isn't just measured in terms of financial gains, but really in terms of what's the impact on people and planet. So like for me, that's the bottom line of everything we heard for how we rethink how to deal with the environmental impact of digital. That I'm really hoping this will also drive a narrative where we can move beyond purely financially driven business success narratives, and being like corporates being good citizens. That's sort of where I want to go. Thank you, Kathleen. Thank you to everyone. Merci vraiment à tous d'avoir été présents en ligne comme en présentiel aujourd'hui. Effectivement, nous espérons qu'avec cette deuxième table ronde, vous avez pu en tout cas explorer avec nous, découvrir de nouvelles formes de business model, mais surtout qu'il est possible de créer une nouvelle économie vers un numérique durable. Et il y aura quelques mots de conclusion de la part de David dans un instant. Merci encore et je reste en ligne pour le moment. Merci beaucoup.